Je m'appelle Chloé Martin. J'ai 27 ans, et la semaine où j'ai été licenciée, ma propre famille a décidé que je ne méritais même pas un endroit où dormir. Le pire, en perdant mon poste de chargé de succès client dans une start-up de la tech à Lyon, ce n'était pas l'email des RH ou le carton sur mon bureau. C'était ce que ma sœur a fait avec un simple virement de 1 000 €. 3 jours plus tard, quand mon manager m'a convoqué dans une salle de réunion vitrée pour me dire « c'est une restructuration, pas une question de performance », j'ai forcé un sourire, j'ai emballé mon casque audio et ma petite plante de bureau un peu triste. Et je me suis dit que ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents, espérant entendre un « on est là pour toi, reviens à la maison un moment », quelque chose, n'importe quoi qui ressemble à de l'amour. À la place, j'ai eu droit à « c'est peut-être le coup de pouce dont tu avais besoin pour enfin grandir. Et, tu t'es assez laissé porter, Chloé. » Je me suis dit qu'il ne le pensait pas vraiment. 2 jours plus tard, mon propriétaire a frappé à ma porte et m'a demandé si on pouvait parler. Il n'osait pas me regarder dans les yeux quand il a dit « Votre sœur m'a donné 1 000 € pour mettre fin à votre bail de manière anticipée. » J'ai ri, sincèrement, attendant la chute de la blague. Elle n'est jamais venue. Elle a dit que ça vous aiderait à grandir, a-t-il ajouté. Comme si le dire plus doucement rendait la chose moins cruelle. Mes mains tremblaient quand je l'ai appelée. Elle a répondu en riant déjà. Maman et papa en ont marre d'une ratée comme toi. Quand j'ai appelé à la maison, la voix de ma mère était glaciale. Laisse la rue t'apprendre une leçon. Mon père a ajouté, cette famille n'accepte pas les perdants. Je n'ai pas discuté. J'ai fourré ma vie dans des sacs poubelles, j'ai chargé ma vieille Clio et j'ai conduit jusqu'au parking d'un hypermarché pour dormir. Le lendemain matin, quand j'ai enfin relevé la tête du volant, ils étaient tous là, debout devant moi, le visage blême, les yeux écarquillés de peur et d'incrédulité. Ils pensaient que 1 000 € suffirait à se débarrasser de moi et à me faire peur. Ils n'avaient aucune idée que j'étais la seule personne qui pouvait anéantir tout ce qu'ils cherchaient désespérément à protéger. Si vous voulez voir exactement comment cet argent s'est retourné contre eux, restez avec moi jusqu'à la fin et dites-moi si vous pensez que je suis allé trop loin ou pas assez. Le truc, à propos de ce matin sur le parking avec ma famille me dévisageant comme s'ils avaient vu un fantôme, c'est que l'histoire n'en était pas encore vraiment là. C'était juste un aperçu de ce qui allait arriver. Avant que leur visage ne devienne blanc, il y avait juste moi, ma voiture, et ce genre de froid qui s'infiltre jusqu'aux os. Cette première nuit sur le parking de l'hypermarché, j'ai à peine dormi. Chaque fois qu'un chariot faisait du bruit ou qu'un camion passait, je me réveillais en sursaut, serrant mon téléphone comme si c'était une sorte de doudou. Au lever du soleil, j'avais le cou raide, le bas du dos en feu, et mon souffle embuait l'intérieur du pare-brise. J'étais passé d'un emploi en télétravail avec une bonne mutuelle à espérer que la sécurité ne vienne pas frapper à ma vitre, en moins d'une semaine. Quand je me suis enfin forcé à bouger, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester là à brûler de l'essence et à prétendre que c'était temporaire. J'ai démarré le moteur juste assez longtemps pour avoir un peu de chauffage, puis j'ai quitté le parking, mes sacs entassés sur la banquette arrière comme la preuve que je n'appartenais plus à aucun endroit. J'ai trouvé un petit café à quelques rues de là, le genre d'endroit avec des tables ébréchées et une pancarte écrite à la main qui disait « Wi-Fi avec consommation ». J'ai acheté le latte le moins cher du menu et j'ai campé dans un coin, serrant la tasse à 2 mains comme si elle pouvait contenir mon avenir. Mes économies n'étaient pas impressionnantes au départ. Et le peu que j'avais s'était évaporé dans des choses qui semblaient normales à l'époque, les cafés à emporter, un abonnement à la salle de sport que j'utilisais à peine, les livraisons de repas les soirs où j'étais trop fatiguée pour cuisiner. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai senti mon estomac se nouer. À peine 300 € à mon nom. Pas de travail, pas d'appartement, et bientôt plus d'assurance auto si je ne la payais pas. Pour la première fois, le mot SDF s'est insinué dans mon esprit, non pas comme une blague, mais comme une étiquette qui pourrait bientôt me coller à la peau. Par habitude, j'ai jeté un œil à la conversation de groupe de la famille. Pendant que j'essayais d'empêcher ma voiture de se transformer en congélateur, ma sœur envoyait des photos d'un chalet à Megève qu'elle voulait réserver pour un « week-end anti-stress ». Télésiège, jacuzzi, peignoir blanc assorti. Ma mère parlait du maillot de bain qui serait le plus « instagrammable ».
Mon père se vantait d'une série de circuits en camping-car complet pour l'été. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a demandé si j'allais bien. Pas un seul message. C'était comme si j'avais été effacée de leur monde à la seconde où mon badge avait cessé de fonctionner au bureau. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a cessé d'espérer que c'était un malentendu et a commencé à cataloguer chaque choix qu'ils avaient fait. Parce que la vérité, c'est que mes parents n'étaient pas vraiment coincés dans un petit appartement à joindre les deux bouts. Ils vivaient dans une jolie maison de campagne en Ardèche. Une maison qui ne leur appartenait pas du tout. Elle m'appartenait. 5 ans plus tôt, quand ma grand-mère Hélène est tombée malade, c'est moi qui prenais les bus de nuit pour aller chez elle, qui réchauffais la soupe, qui l'accompagnait à ses rendez-vous chez le cardiologue et qui l'écoutait raconter les mêmes histoires 3 fois de suite. Ma sœur, dont vous devriez connaître le nom maintenant, s'appelle Manon. Elle a envoyé des fleurs une fois. Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a légué la maison dans son testament. Pas à mes parents, pas partagée en deux, juste à moi. Tu étais là quand ça comptait, m'avait-elle dit, les mains tremblantes en signant les papiers. Cette maison doit être à toi. Pendant 5 ans, j'avais laissé mes parents y vivre gratuitement. J'avais payé les taxes foncières, près de 20 000 € en tout, plus les réparations quand le toit fuyait ou que le chauffage tombait en panne. Je n'ai pas demandé de loyer. Je n'ai pas fait de grands discours. J'ai juste tranquillement fait en sorte qu'ils n'aient jamais à s'inquiéter de perdre un toit au-dessus de leur tête. Et leur façon de me remercier a été de payer 1 000 € pour s'assurer que je n'en ai pas. Assise dans ce café, regardant leurs projets pour Megève et mon compte en banque presque vide, une autre sorte de pensée s'est glissée dans mon esprit. Et si j'arrêtais d'être la seule personne dans cette famille à prétendre que tout cela n'avait pas d'importance ? Et si, pour une fois, je passais un appel pour me protéger, moi, au lieu de protéger tout le monde ? J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je voie un nom sur lequel je n'avais pas appuyé depuis l'enterrement. Maître Dubois, l'avocat de ma grand-mère. Je l'ai fixé pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Avez-vous déjà eu cette fraction de seconde où vous savez que si vous appuyez sur « Appeler », plus rien dans votre vie ne sera jamais pareil ? C'était moi, sur une chaise de seconde main avec un latte bon marché. Me demandant enfin pourquoi c'était moi qui gelais sur un parking pendant qu'il planifiait des vacances au ski dans une maison que je possédais. J'ai appuyé sur « Appeler » avant de pouvoir me raisonner. Le téléphone a sonné 2 fois, puis la même voix calme et légèrement rauque dont je me souvenais de la lecture du testament s'est fait entendre. « Chloé, je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. » Ça m'a arrêté net pendant une seconde. « Vous vous souvenez de moi ?» ai-je demandé, soudain consciente de la petitesse de ma voix. Votre grand-mère n'avait qu'une seule petite fille qui venait tous les soirs avec de la soupe réchauffée, a-t-il dit. Que se passe-t-il ? J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Le licenciement, l'appel à la maison, les 1 000 € que ma sœur avait donnés à mon propriétaire comme une prime, le fait de dormir dans ma voiture, de me réveiller avec du givre sur le pare-brise, les projets de voyage à Megève dans la conversation de famille. J'ai essayé de garder une voix neutre, mais il y a eu quelques moments où elle s'est brisée, et je détestais qu'il puisse encore me faire cet effet. Maître Dubois m'a laissé finir sans m'interrompre. Quand j'ai finalement manqué de mots, il y a eu une pause, puis le bruit d'un stylo qui clique. Très bien, a-t-il dit. Commençons par la maison. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans son petit cabinet à quelques rues du café. Il a sorti le dossier au nom de ma grand-mère, a feuilleté les papiers, puis a tourné le testament vers moi. Mon nom était là, juste à côté du mot « unique bénéficiaire », sous la description de la propriété en Ardèche. Rien n'a changé depuis le jour où elle a signé ceci, a-t-il dit. Légalement, cette maison est entièrement à vous. Vos parents sont des occupants à titre gratuit, pas des locataires avec des droits, pas des copropriétaires, rien. L'entendre si clairement en langage juridique a provoqué quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais agi comme si c'était moi qui squattais leur canapé, comme si je devais être reconnaissante qu'ils me laissent leur rendre visite. Donc, si je leur demandais de partir, ai-je commencé. Vous seriez dans votre droit de leur signifier une mise en demeure de quitter les lieux, a terminé Maître Dubois. Étant donné le temps qu'ils ont passé là-bas,
un préavis de 60 jours serait raisonnable et tiendrait devant un tribunal s'il refusait. 60 jours. Les mêmes parents qui pensaient que 72 heures étaient amplement suffisantes pour que je règle comme par magie toute ma vie auraient 2 mois complets pour trouver leur prochaine solution. J'ai hoché la tête lentement. Je veux le faire, ai-je dit. Pas par cruauté, juste. J'en ai fini d'être la seule à payer pour leur choix. Maître Dubois m'a observé un long moment, comme pour s'assurer que je comprenais ce que je disais. Il y a plus, ai-je ajouté. Parce qu'une fois la porte ouverte, tout a débordé. Je lui ai parlé du prêt pour le camping-car que mon père m'avait supplié de co-signer à 19 ans, celui qu'il avait promis de souscrire pour construire mon dossier de crédit, pendant qu'il lançait Horizon Aventure, sa petite entreprise de circuit en camping-car. 50 000 € pour un camping-car profilé flambant neuf avec des autocollants de montagne et un intérieur qui sentait le pain artificiel. Je lui ai raconté comment mon père avait utilisé ce camping-car pour poster des photos en ligne de lui, vivant son rêve, pendant que je lui faisais tranquillement confiance pour qu'il paie les mensualités à temps. Maître Dubois a tapoté le dossier. Si votre nom est sur ce prêt et que vous ne souhaitez plus y être associé, a-t-il dit prudemment, nous pouvons demander à l'organisme de prêt soit de refinancer à son seul nom, soit de considérer votre retrait comme un changement substantiel. Cela met la pression sur le compte. Votre père n'appréciera pas. J'ai presque ri. Il a payé pour me mettre à la rue. Ça ne me dérange pas qu'il n'apprécie pas quelque chose. Puis je lui ai parlé de Manon et de l'appartement, ce petit investissement locatif qu'elle m'avait convaincu de co-signer parce que, on sera toutes les deux propriétaires, ce sera mignon. En réalité, je couvrais la plupart des parties ennuyeuses comme les réparations et les frais divers pendant qu'elle postait des photos depuis des bars en rooftop. Si j'arrêtais de payer ma part, ce ne serait pas juste ennuyeux. Ça apparaîtrait sur son précieux dossier de crédit, celui qu'elle gardait comme si c'était le Saint Graal. Maître Dubois s'est adossé, les mains croisées. Voici ce que je peux faire, a-t-il dit. Je vais déposer la mise en demeure de 60 jours pour vos parents cette semaine. Je vais rédiger des lettres à l'organisme de prêt du camping-car exposant votre position et votre désir d'être libéré. Je vais examiner le prêt de l'appartement et vous conseiller sur la manière la plus propre de vous retirer. Mes honoraires peuvent être prélevés sur tout règlement ou compensation qui en résultera. Ou vous pouvez payer lentement au fil du temps. Votre grand-mère m'a demandé il y a des années de ne pas vous laisser vous faire écraser par votre famille. Je pense que la situation le justifie. Pour la première fois depuis des jours, le nœud dans mon estomac s'est un peu desserré. Je n'étais pas sauvée par magie. J'étais toujours fauchée, toujours effectivement sans abri. Mais je n'étais pas impuissante. Je suis sortie de son bureau dans l'air froid du soir, sentant quelque chose de nouveau s'installer en moi, quelque chose de plus tranchant que la peur. Mes parents et ma sœur avaient décidé que la rue devait m'apprendre une leçon. Avec quelques signatures et 2 ou 3 appels, je venais de les inscrire à un cours beaucoup plus sévère. Les 2 semaines suivantes furent un étrange mélange de calme et de pression, comme si ma famille essayait de prétendre que rien ne se passait tout en tirant toutes les ficelles possibles dans mon dos. Pendant quelques jours après la scène du café, mon téléphone est resté complètement silencieux. La conversation de groupe était morte. Plus de liens vers Megève, plus de vantardises sur le camping-car, rien. Si j'ignorais le fait que je dormais encore dans ma voiture et que je vivais de café bon marché, c'était presque paisible. Puis les appels ont recommencé, cette fois de numéros que je ne reconnaissais pas. Un après-midi, alors que je peaufinais mon CV, un homme nommé Marc s'est présenté comme l'associé de mon père chez Horizon Aventure. Il n'a pas pris de gants. La banque les avait contactés. Le prêt du camping-car était en cours de révision, et si les choses tournaient mal, leur circuit d'été pourrait être terminé. « Pourquoi vous en prendriez-vous au gagne-pain de votre propre père comme ça ?» a-t-il exigé. Je lui ai dit que je ne m'en prenais à personne. Je me retirais d'un prêt dont je n'avais jamais bénéficié. Un prêt dans lequel on m'avait entraîné à 19 ans. Si une seule signature pouvait faire couler toute l'entreprise, peut-être que l'entreprise n'était pas aussi solide qu'il le prétendait en ligne. Il a essayé de parler de « raison gardée » et d'éviter les avocats. Je lui ai dit que cet appel aurait dû arriver avant que mon père ne paie 1 000 € pour me rendre sans abri, pas après, et j'ai raccroché. Quelques jours plus tard,
ma mère a demandé à me voir dans un endroit neutre. Nous nous sommes assises sur un banc de parc comme des étrangères. Elle avait l'air épuisée, ses doigts se tordant sur ses genoux, la voix douce alors qu'elle parlait de combien mon père était stressé, de comment les circuits, la maison, tout ce que nous avons construit, était en danger. Puis elle l'a dit. Je sais que nous n'avons pas géré ta situation parfaitement, mais c'est extrême, Chloé. Nous sommes tes parents. Je lui ai rappelé que, ne pas gérer parfaitement, était une façon assez douce de décrire le fait de soudoyer mon propriétaire pour me mettre à la porte après un licenciement. Elle a appelé ça de la peur, de l'amour vache, une réaction excessive. Je l'ai appelé par son nom, abandonner son enfant quand ça compte, puis paniquer quand le manège gratuit s'arrête. Elle a suggéré que je demande à Maître Dubois de ralentir les choses. Peut-être leur donner 90 jours. On peut régler les prêts, refinancer, trouver une solution, a-t-elle plaidé. Je lui ai dit qu'elle avait déjà eu 5 ans de ma générosité dans cette maison. Si elle voulait plus de temps, elle aurait dû y penser avant de co-signer mon expulsion. Elle est partie en disant que j'étais devenue froide. Manon, elle, ne faisait pas dans les parcs. Elle m'a coincée sur le parking d'un carrefour alors que j'achetais une brosse à dents et des chaussettes. Son maquillage était parfait, mais sa voix avait cette tonalité fine et aiguë qu'elle prend quand les choses lui échappent. La banque avait appelé à propos de l'appartement. Les paiements n'étaient pas à jour. Le compte était en cours de révision. Et soudain, son prêt auto et son bail n'avaient plus l'air aussi brillants. Tu as la moindre idée de ce que ça fait à mon dossier de crédit, a-t-elle lancé, comme si c'était là la tragédie. Je lui ai dit que je le savais, parce que j'avais silencieusement protégé ce dossier pendant des années. Elle a qualifié mon action de caprice. Je lui ai dit que j'avais juste arrêté d'être son portefeuille invisible. Quand la culpabilité n'a pas fonctionné, elle a essayé l'argent. Je te rembourse les 1 000 €, a-t-elle dit. Je rajouterai un extra. Annule juste l'expulsion et les histoires de prêt. On recommence à zéro. C'était la preuve la plus claire qu'elle n'avait toujours rien compris. Ce n'était jamais une question de 1 000 €, ai-je dit. Tu pourrais me donner 10 fois cette somme, ça n'effacerait pas la nuit où j'ai dormi dans ma voiture parce que tu pensais que la rue m'apprendrait une leçon. Pour une fois, elle n'a pas eu de répartie cinglante. Elle m'a juste accusé de ruiner la famille et s'est éloignée d'un pas sec. Ce soir-là, Maître Dubois a appelé avec des nouvelles. L'organisme de prêt du camping-car n'était pas content que mon père ait laissé entendre que la maison faisait partie de sa stabilité financière alors qu'elle n'était pas à son nom. Il n'allait pas nécessairement exiger le remboursement immédiat du prêt, mais il resserrait les choses, le surveillant de près. Il allait le sentir. La banque de l'appartement avait également signalé le compte. Et maintenant, Manon recevait directement les avis de retard de paiement et les avertissements de risque au lieu que je les absorbe discrètement. Ils sont contrariés, a dit Maître Dubois. Mais ils sont contrariés par les conséquences, pas par ce qu'ils vous ont fait. Allongée sur la banquette arrière de ma voiture, fixant la vitre embuée, cette phrase m'est restée. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir jetée. Ils étaient seulement désolés que quelqu'un ait enfin arrêté d'amortir leur chute. Et plus leur vie soigneusement construite commençait à se fissurer, plus ils allaient être désespérés pour que je répare le gâchis qu'ils avaient créé. 5 jours avant la fin des 60 jours, je suis allée à la maison pour la première fois depuis que tout avait commencé, m'attendant à moitié à la trouver exactement pareille, à moitié me préparant à la voir déjà vide. Au lieu de ça, je suis arrivée pour voir l'allée encombrée de cartons, un camion de déménagement loué, et le camping-car de mon père garé de travers sur la pelouse comme s'il n'avait nulle part où aller. Les parterres de fleurs que ma grand-mère chérissait étaient piétinés, la porte d'entrée maintenue ouverte par une pile de vieux magazines. À l'intérieur, ça ne ressemblait plus à une maison de famille chaleureuse. Ça ressemblait à une vie en cours de démantèlement. Ma mère était à la table de la cuisine en train d'emballer des assiettes dans du papier journal, les yeux rouges, tandis que mon père se battait avec une bibliothèque dans le couloir. La télé avait disparu, le canapé était à moitié couvert de draps et de rubans adhésifs. Pendant 1 minute, aucun d'eux ne m'a remarqué. Puis ma mère a levé les yeux et s'est figée. Chloé, a-t-elle dit, mon nom sortant dans un souffle tremblant. Mon père s'est redressé, essuyant la sueur de son front avec le dos de son bras.
Tu choisis bien ton moment pour te montrer, a-t-il marmonné. On est en plein milieu du déménagement de toute notre vie. Vous avez eu 60 jours, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. C'est presque 20 fois ce que vous pensiez que je méritais. Il a tressailli légèrement, puis est retourné pousser la bibliothèque. On a perdu le contrat pour les gorges du Verdon, a-t-il dit brusquement. Tu sais ce que ça veut dire? C'est 3 mois de circuit d'été qui s'envolent. La banque n'aime pas l'incertitude. Et tout ce bazar a rendu les choses instables. J'ai dû annuler des réservations, rembourser des acomptes. Je vais peut-être devoir vendre le camping-car. Voilà. La chose qui lui importait vraiment. Pas que j'ai dormi dans une voiture, mais que son image de gars avec une entreprise de camping-car à succès s'effritait. Ma mère a posé une assiette avant de la casser. On déménage dans un T3 en ville, a-t-elle dit. Plus petit, sans jardin, sans terrasse après toutes ces années. Sa voix tremblait comme si j'avais personnellement démoli le perron à coups de masse. On est trop vieux pour recommencer comme ça. Vous n'étiez pas trop vieux pour recommencer quand grand-mère est morte et que je vous ai laissé emménager ici sans loyer, ai-je dit. Vous n'étiez pas trop vieux pour prendre des décisions sur la façon de traiter vos enfants. C'est juste la partie où vous ne pouvez plus prétendre qu'il n'y a pas de prix à payer. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Nous voulions juste plus pour toi, a-t-elle murmuré. Nous voulions une fille dont nous pourrions être fiers de parler. Quelqu'un comme Manon, avec un grand poste et une grande vie. Nous pensions que si nous te poussions assez fort, tu y arriverais aussi. Ça m'a blessée, surtout parce qu'elle l'a dit comme si c'était un compliment. Donc, parce que je n'étais pas assez brillante pour les conversations de dîner, vous avez décidé que la rue pouvait finir de m'élever, ai-je demandé. Vous auriez pu me pousser sans me jeter. La porte d'entrée a claqué et Manon est entrée, téléphone à la main, les cheveux tirés en une queue de cheval impeccable qui ne correspondait pas à la panique dans ses yeux. Ils ont augmenté mon loyer, a-t-elle lâché, sans même dire bonjour. Mon propriétaire a vu les alertes de crédit et l'a augmenté au renouvellement. La banque parle d'augmenter mes taux. J'ai dû annuler la commande de la Tesla. Chloé, as-tu la moindre idée de la difficulté avec laquelle j'ai travaillé pour cette vie? J'ai regardé autour de moi la maison à moitié vide, mon père faisant semblant d'être occupé, ma mère s'essuyant les yeux. Tu as travaillé dur, ai-je dit lentement. Et tu as aussi décidé que ma vie était jetable si cela signifiait garder la tienne comme tu l'aimais. Manon a levé les mains au ciel. On a déjà dit qu'on était allé trop loin, a-t-elle aboyé. Combien de temps vas-tu faire durer ça? Tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Tu nous as punis. Maintenant, appelle ton avocat et arrête ça avant que ça n'empire. Ceci n'est pas une punition, ai-je dit. Ce sont des limites. Vous avez vécu dans ma maison pendant 5 ans gratuitement. Vous avez géré une entreprise et construit un style de vie qui dépendait du fait que je ne riposte jamais. À la seconde où j'ai arrêté de jouer le jeu, vous avez appelé ça de la cruauté. Mon père s'est enfin tourné vers moi, le visage crispé. Nous sommes ta famille, a-t-il dit. Quelles que soient nos erreurs, on ne jette pas son propre sang à la rue. J'ai pensé au parking de l'hypermarché, à mon souffle embuant le pare-brise, à mon téléphone s'allumant avec leur plan de ski. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit doucement. Je m'assure juste que vous ne puissiez pas prétendre que ce n'est pas arrivé. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Le seul son était le craquement de la vieille maison et les bruits sourds des cartons qu'on empilait dans l'autre pièce. Ma mère s'est approchée, baissant la voix. Donne-nous juste un peu plus de temps, a-t-elle plaidé. 90 jours. On ne peut pas s'adapter si vite. Pense à tout ce qu'on a fait pour toi quand tu étais petite. J'y ai pensé, ai-je dit. J'ai pensé à chaque leçon de piano, chaque kermesse, chaque soir où vous vous êtes plaint dans cette maison que je n'étais pas à la hauteur de mon potentiel pendant que vous utilisiez mon nom sur des papiers de prêt. J'y ai beaucoup pensé et j'ai décidé que pour une fois, je me choisissais, moi. Dehors, les portes du camion de déménagement ont claqué. Des hommes en gants de travail ont commencé à sortir des cartons sur lesquels étaient inscrits « cuisine » et « salon ». Manon les a regardés, puis s'est retournée vers moi avec un pur ressentiment. Tu as intérêt à ne plus jamais avoir besoin de nous, a-t-elle dit.
Parce qu'après ça, tu es toute seule. J'ai failli lui dire que j'étais toute seule depuis la seconde où elle avait tendu cette enveloppe à mon propriétaire, mais à la place, j'ai juste haussé les épaules. Je le suis déjà, ai-je dit. Quand je suis finalement retournée à ma voiture, le ciel commençait à prendre cette couleur grise et plate que ma grand-mère appelait un « temps de soupe ». Je suis restée dans le jardin 1 minute, regardant la maison qui avait été la sienne, puis la leur, et qui était enfin entièrement la mienne. Je me suis souvenue d'elle assise sur cette terrasse, sa main sur la mienne, alors qu'elle signait le testament. « Ne les laisse pas te marcher sur les pieds, ma petite, avait-elle dit. La famille, c'est censé être ceux qui se tiennent à tes côtés, pas sur toi. » À l'époque, j'avais souri et lui avais dit qu'elle était dramatique. Maintenant, en regardant la vie de mes parents se faire charger à l'arrière d'un camion parce qu'ils ne pouvaient pas voir la différence entre l'amour et le contrôle, j'ai réalisé qu'elle avait juste été honnête. Ce n'était pas le fantasme de vengeance que j'aurais écrit pour moi-même. C'était plus désordonné, plus triste, plus compliqué. Mais alors que je montais dans ma voiture et que je partais, laissant la maison silencieuse derrière moi, une chose était enfin claire. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait selon mes propres termes, pas ceux imposés par des gens qui n'aimaient que la version de moi dont ils pouvaient se vanter. Après leur départ de la maison, tout a changé plus vite que prévu. Quelques semaines plus tard, j'avais un matelas par terre dans ce qui était autrefois la chambre de ma grand-mère, une table de brocante dans la cuisine et une offre d'emploi dans ma boîte mail d'une petite start-up dynamique de Lyon qui avait besoin d'un spécialiste du support technique capable de parler aux humains et pas seulement à des tickets. 45 000 € par an, télétravail possible, des stock options. J'ai essayé de ne pas rire en acceptant avant de pouvoir trop réfléchir. La même semaine où j'ai signé mon contrat, Maître Dubois a appelé avec des nouvelles concernant le prêt du camping-car. Un des concurrents de mon père, un type qui tournait autour d'Horizon Aventure depuis des années, a proposé de racheter ma position sur le prêt et de reprendre le véhicule dans le cadre d'un accord. Après l'examen de la banque, ils étaient ravis d'y voir un nom stable. Ma part pour me retirer proprement était de 30 000 €. Ce n'était pas le jackpot, mais quand on compte sa monnaie pour l'essence, ça ressemble à un miracle. J'en ai utilisé une partie pour couvrir les réparations de la maison et constituer un fonds d'urgence, et le reste pour régler ma part du désordre de l'appartement avec Manon, afin qu'il n'y ait plus de ficelle me liant à son dossier de crédit. Elle a dû refinancer rapidement de son côté. Quoi qu'il en soit, l'époque où je colmatais discrètement ses investissements était révolue. Mon père n'a pas complètement perdu le camping-car, mais il en a perdu le contrôle. Son activité a diminué, ses itinéraires ont été limités, et les photos sur les réseaux sociaux sont passées de « vivre le rêve » à « disponibilité limitée » et « restructuration » en un clin d'œil. Ma mère a envoyé quelques textos pour dire que la terrasse lui manquait, que l'appartement était exigu, qu'il y avait des voisins bruyants et une buanderie commune. Sous toutes ces plaintes, il y avait ce choc silencieux que la vie puisse reculer. Que le confort n'était pas garanti simplement parce qu'elle s'y était habituée. L'Instagram de Manon a changé aussi. Moins de photos de brunch, plus de citations cryptiques sur le fait d'éliminer les personnes toxiques, qui, j'en suis presque sûre, m'étaient destinées. Aux dernières nouvelles, la commande de la Tesla est restée annulée, le loyer est resté élevé, et elle apprenait ce que ça faisait quand les chiffres de son application bancaire ne rattrapent pas automatiquement la vie qu'on affiche en ligne. Nous ne nous parlions pas. Pas vraiment. Ils prenaient des nouvelles de temps en temps, mais c'était toujours à propos de ce qu'ils avaient perdu, pas de ce qu'ils avaient fait. C'est la chose qui a finalement fait tilt pour moi. Ils n'étaient pas anéantis parce qu'ils m'avaient jeté. Ils étaient anéantis parce que j'avais arrêté de revenir malgré tout. Assise sur la terrasse de la maison un soir, les jambes repliées sous moi, l'ordinateur portable ouvert sur une file de tickets de support, j'ai repensé à ces 1 000 €. Pour eux, c'était juste un outil, un moyen de me pousser hors du nid, de marquer un point, de protéger la version de notre famille qu'ils aimaient montrer au monde. Pour moi, c'est devenu le reçu qui disait « Nous avons choisi notre confort plutôt que ta survie ». Je ne sais pas si on peut appeler ce que j'ai fait de la vengeance ou simplement de la légitime défense avec des crocs. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois de ma vie, les personnes qui m'ont blessé ont ressenti quelque chose qui s'approchait du poids de leur choix. Et au milieu de ce gâchis,
j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise des années plus tôt. Vous ne devez l'accès à votre personne à personne simplement parce que vous partagez le même sang, surtout s'ils utilisent ce sang comme une arme. L'amour sans respect n'est que du contrôle dans un habit plus joli. Se défendre n'a pas toujours l'air noble. Parfois, ça a l'air mesquin, dur et compliqué de l'extérieur. Mais si vous êtes celui ou celle qui a dormi dans sa voiture, qui a avalé les insultes, qui a porté le confort de tous les autres sur son dos, vous avez le droit de le déposer. Vous avez le droit de dire « ça suffit » et de le penser. Si vous étiez à ma place, si votre propre sœur payait pour vous mettre à la rue et que vos parents l'encourageaient, leur auriez-vous pardonné pour revenir ? Ou les auriez-vous finalement laissé sentir ce que ça fait quand la personne qu'ils pensaient ne jamais voir partir le fait vraiment ? Notre équipe se consacre à la création de scénarios d'histoires émotionnelles puissantes, à la fois divertissantes et porteuses de sens. Nous tenons à préciser que cette histoire est une fiction écrite uniquement pour transmettre des leçons de vie et des messages éducatifs positifs à nos spectateurs. Ce script souligne l'importance du respect de soi, des limites saines et de la reconnaissance des comportements toxiques, même lorsqu'ils proviennent de la famille. Il montre que l'amour vache n'est pas une excuse pour la maltraitance, et que chacun a le droit de protéger sa dignité et sa santé mentale. À travers le parcours de Chloé, les spectateurs sont encouragés à réfléchir à leurs propres relations et à choisir l'équité, l'empathie et la responsabilité plutôt qu'une loyauté aveugle.